Elizabeth Morgan se tenait à la fenêtre de sa petite chambre, au-dessus du bureau de poste, observant les cavaliers quais qui parcouraient en la rue principale, soulevant de nouveaux nuages de poussière sous les sabots de leurs chevaux. Ses doigts se portèrent machinalement vers le côté gauche de son visage, où un voile sombre dissimulait les traces du cauchemar qui avait changé sa vie. 3 ans plus tôt, un incendie avait dévoré le théâtre de La Haye, Lyre d'Or, à San Francisco, et avec lui, son ancienne existence. Elizabeth se souvenait de chaque seconde de cette nuit. Le rideau s'enflammant à cause d'une lampe à pétrole renversée, les langues de feu léchant les décors, et sa tentative désespérée d'aider les autres acteurs à s'échapper du bâtiment en flammes. Elle en avait sauvé 3, mais avait payé un prix terrible. Le côté gauche de son visage, autrefois considéré comme l'un des plus beaux de la ville, était désormais défiguré par des cicatrices de brûlure. Les médecins disaient qu'elle avait eu de la chance de survivre. Elizabeth n'était pas toujours d'accord avec eux. Au dehors, un bruit familier se fit entendre. Le martèlement régulier des sabots sur la terre battue. Thomas Blackwood revenait du ranch des McCormick, où il travaillait comme vacher depuis 2 ans. Elizabeth ne pouvait voir son visage sous le large bord de son chapeau, mais elle reconnaissait sa posture en selle, droite, assurée, celle d'un homme qui, depuis l'enfance, connaissait le dur labeur en plein air. Thomas était un homme grand d'une 30aine d'années, aux épaules larges et aux mains bronzées, aussi habile avec le bétail récalcitrant qu'avec les chevaux capricieux. Ses cheveux sombres étaient toujours légèrement ébouriffés par le vent des prairies, et dans ses yeux bruns se lisait cette tristesse particulière qu'Élisabeth avait appris à reconnaître chez les gens, la tristesse de ceux qui ont perdu quelque chose d'essentiel et n'espèrent plus le retrouver. Elle s'éloigna de la fenêtre et s'assit à la petite table où reposaient ses traductions. Depuis l'incendie, Élisabeth ne pouvait plus se produire sur scène, non seulement à cause de ses cicatrices, mais aussi parce que sa voix avait changé, devenue plus basse, plus rauque. En revanche, elle s'était découvert un autre talent, la capacité de traduire des lettres et des documents de l'espagnol vers l'anglais. À Redwood, où vivaient de nombreuses familles mexicaines, cette compétence s'était révélée très recherchée. On frappa à la porte, la faisant sursauter. Élisabeth ajusta rapidement son voile, s'assurant qu'il cachait bien le côté gauche de son visage, puis s'approcha de la porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle, et sa voix résonna, douce, presque musicale, malgré sa légère raucité. « Madame, c'est Thomas Blackwood. J'aurais besoin de votre aide pour une traduction. » Élisabeth se figea, une main sur sa poitrine. En 2 ans de vie à Redwood, Thomas ne lui avait jamais demandé d'aide, bien qu'elle le croisât souvent en ville. Il touchait toujours poliment le bord de son chapeau en la rencontrant dans la rue, mais ne lui avait jamais adressé la parole. « Un instant, » répondit-elle, vérifiant une dernière fois son voile dans un petit miroir. Lorsque la porte s'ouvrit, Thomas retira son chapeau et s'inclina légèrement. De près, Élisabeth pouvait distinguer ses traits, un visage viril, marqué par une exposition constante au soleil, avec une petite cicatrice au menton et des yeux fatigués mais bienveillants. « Bonsoir, mademoiselle Morgan. Je vous prie de m'excuser de vous déranger à cette heure. »« Ce n'était rien, monsieur Blackwood. Entrez, je vous en prie. » Thomas franchit le seuil, et la petite pièce parut encore plus exiguë. Il était vraiment grand, et sa présence emplissait tout l'espace. Élisabeth lui désigna l'unique chaise près de la table, tandis qu'elle-même restait près de la fenêtre pour que la lumière n'éclaire pas directement son visage. « Que souhaitez-vous faire traduire exactement ?» demanda-t-elle, remarquant le papier plié dans ses mains. Thomas tourna maladroitement son chapeau entre ses mains avant de répondre. « C'est une lettre de Don Carlos Mendoza. Il veut acheter une partie du troupeau de Monsieur McCormick. Mais il a rédigé les conditions en espagnol. Monsieur McCormick m'a demandé de trouver quelqu'un pour la traduire. » Élisabeth tendit la main pour prendre la lettre,
et lorsque leurs doigts s'effleurèrent par hasard, elle sentit un léger frisson parcourir sa peau. Les mains de Thomas étaient chaudes et calleuses, les mains d'un homme qui ne craignait pas le travail. Dépliant la lettre, elle parcourut rapidement le texte des yeux. L'écriture était belle, surannée, comme celle des Mexicains instruits de la vieille école. Don Carlos propose un prix très généreux, dit Élisabeth en levant les yeux. Il est prêt à payer 30 $ par tête, à condition que le bétail soit livré à son ranch dans les 2 semaines. 30 $, siffla Thomas. C'est presque le double du prix du marché. Oui, mais il précisait également qu'il a besoin d'un bétail de qualité spécifique. Uniquement de jeunes Cerceaux, sans aucun signe de maladie. Et il souhaite une garantie de qualité écrite. Élisabeth continua à lire, traduisant à voix haute les formules juridiques complexes. Sa voix coulait, fluide et mélodieuse, et Thomas se surprit à écouter non pas le sens des mots, mais le son même de sa parole. Il y avait en elle une musicalité particulière qui faisait oublier tout le reste. Il y a une autre condition, poursuivit Élisabeth. Don Carlos veut inspecter personnellement le bétail avant l'achat. Il viendra à Ranch des McCormick après-demain, à 10h du matin. Compris. Et pour le paiement? Il est prêt à verser la moitié de la somme en acompte, et le reste après la livraison. Il apportera l'argent avec lui pour l'inspection. Thomas hocha la tête d'un air songeur, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. L'affaire semblait très avantageuse, presque trop. De nos jours, il était rare que quelqu'un propose de tels prix pour du bétail, surtout avec la chute des cours dans le nord à cause de la sécheresse. « Mademoiselle Morgan, dit-il enfin, pourriez-vous rédiger une réponse à Don Carlos? Monsieur McCormick accepte ces conditions, mais il souhaite clarifier quelques détails. Bien sûr. Que faut-il préciser? Premièrement, le mode de livraison. Nous n'avons que 8 cavaliers, et Don Carlos veut acheter 200 têtes. C'est une grande transhumance. Et la route vers son ranch traverse le territoire comanche. Deuxièmement, Monsieur McCormick voudrait savoir si Don Carlos peut fournir une escorte supplémentaire. Élisabeth prit une feuille de papier vierge et trempa sa plume dans l'encrier. Ses gestes étaient gracieux, précis. On voyait qu'elle avait l'habitude d'écrire. « Dictez, dit-elle. Thomas commença à parler, et Élisabeth notait, traduisant ses mots dans un espagnol raffiné. De temps en temps, elle posait des questions pour clarifier un point, et Thomas s'étonnait de la justesse avec laquelle elle saisissait l'essence de l'affaire, trouvant avec aisance les mots justes pour transmettre les nuances les plus complexes. « Vous connaissez très bien l'espagnol, remarqua-t-il lorsque la lettre fut terminée. Où l'avez-vous appris? Élisabeth se figea un instant, et Thomas vit ses doigts se crisper légèrement sur la plume. À San Francisco, répondit-elle doucement. J'ai eu l'occasion de fréquenter des locuteurs natifs. Elle ne mentait pas, mais ne disait pas non plus toute la vérité. De nombreux acteurs espagnols jouaient au théâtre de la Lyre d'Or, surtout pendant les mois d'été, où la troupe montait des pièces d'auteurs classiques. Élisabeth avait appris la langue pour mieux comprendre ses partenaires de scène, mais elle préférait ne pas parler de cette partie de sa vie. « Et vous, vivez à Redwood depuis longtemps ?» demanda Thomas, ne souhaitant manifestement pas partir. « 2 ans, répondit Élisabeth en se tournant vers la fenêtre. « Et vous ?»« À peu près autant. Je suis venu du Texas après avoir... » Il s'interrompit, puis reprit, après avoir décidé que j'avais besoin de changer d'air. Dans sa voix résonnait la même note de tristesse qu'Élisabeth avait remarquée dans ses yeux. Elle comprenait ce sentiment, le désir de fuir son passé, de tout recommencer là où personne ne vous connaît. « Le Texas est loin d'ici, » dit-elle prudemment. « Oui, assez loin. Parfois, il me semble que ce n'est pas encore assez. » Un silence s'installa, mais il n'était pas gênant. C'était plutôt le silence de la compréhension entre 2 personnes qui savaient ce que signifiait porter le poids du passé.
Mademoiselle Morgan, dit enfin Thomas en se levant. Combien vous dois-je pour la traduction? 2 $ suffiront. Thomas sortit l'argent de sa poche et le posa sur la table. Puis il prit la lettre et la plia soigneusement. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose, dit Élisabeth en le raccompagnant à la porte. Thomas était sur le point de partir, mais il s'arrêta brusquement. Mademoiselle Morgan, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Avez-vous déjà chanté? Votre voix est très belle, musicale. Élisabeth sentit son cœur battre plus vite. Personne à Redwood ne connaissait son passé au théâtre, et elle ne s'attendait pas à une telle question. Un peu, répondit-elle en s'efforçant de garder une voix calme. Quand j'étais enfant. Et vous ne chantez plus maintenant? Non, je ne chante plus. Thomas perçut la tristesse dans sa voix et regretta d'avoir posé la question. Le chant devait être lié à quelque chose de douloureux dans son passé. Excusez-moi si j'ai été indiscret, dit-il doucement. Ce n'est rien. Bonne nuit, monsieur Blackwood. Bonne nuit, mademoiselle Morgan. Une fois la porte refermée, Élisabeth s'y adossa et ferma les yeux. Son cœur battait encore la chamade, mais pas seulement par peur d'être reconnue. Quelque chose dans la présence de Thomas Blackwood la faisait se sentir vivante. Pour la première fois en 3 ans, elle ressentit cette étrange émotion qu'elle avait connue autrefois, dans une autre vie, quand elle était une autre personne. Dehors, Thomas se dirigeait lentement vers son cheval, songeant qu'il y avait quelque chose de spécial dans la voix de mademoiselle Morgan. Non seulement la beauté du son, mais aussi une profondeur de sentiment qui parlait d'une douleur passée. Il connaissait cette douleur, la reconnaissait, car il portait la sienne. En montant en selle, Thomas jeta un dernier regard à la fenêtre éclairée au-dessus du bureau de poste et pensa que, pour la première fois depuis longtemps, il avait rencontré quelqu'un qui pourrait peut-être comprendre son histoire, et que peut-être il pourrait aussi comprendre la sienne. Le vent des prairies apporta une odeur d'absinthe et d'orage lointain. Demain, il pleuvrait, pensa Thomas en dirigeant son cheval vers le ranch. Demain, beaucoup de choses pourraient s'en changer. La pluie que Thomas avait pressentie commença à l'aube. De grosses guéguergouttes tambourinaient sur le toit de la petite chambre d'Élisabeth, créant un rythme mélodieux qui lui rappelait des temps oubliés. Allongée dans son lit, elle écoutait cette musique naturelle en pensant à la visite de M. Blackwood la veille. Il y avait quelque chose de spécial en lui, pas seulement son attrait physique qu'elle n'avait pu ignorer, mais aussi cette force intérieure mêlée de vulnérabilité qu'il tentait de dissimuler. Élisabeth avait appris à lire les gens au théâtre, où la capacité de cerner un personnage au premier regard pouvait faire la différence entre le succès et l'échec sur scène. Se levant, elle s'approcha de la fenêtre et écarta les rideaux. La rue principale de Redwood s'était transformée en un bourbier, et les rares passants se hâtaient, serrant contre eux leurs manteaux et leurs châles. La pluie était une bénédiction rare dans la région, et les habitants la considéraient comme telle, malgré les désagréments. Élisabeth préparait son petit déjeuner quand on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, les coups étaient plus insistants, presque autoritaires. Elle enfila rapidement un châle, vérifia son voile et se dirigea vers la porte. « Qui est là ?»« Mademoiselle Morgan, c'est le shérif Carter. »« Je dois vous parler. » Élisabeth fronça les sourcils. Le shérif James Carter était un homme brutal et désagréable, qui considérait manifestement qu'une femme vivant seule et cachant son visage était suspecte. En 2 ans, il était venu la voir plusieurs fois pour diverses questions, lui faisant chaque fois comprendre qu'il ne lui faisait pas confiance. En ouvrant la porte, elle vit la silhouette massive du shérif dans son imperméable trempé. Ses petits yeux parcouraient la pièce, comme s'il cherchait quelque chose de suspect. « Bonjour, shérif. Que se passe-t-il? » « Thomas Blackwood est venu vous voir hier soir. Pour quelle raison? » Élisabeth sentit l'anxiété la gagner, mais sa voix resta calme. « Il m'a demandé de traduire une lettre de l'espagnol. Pour les affaires du ranch McCormick. »
Quelle lettre? Montrez-la-moi. Je l'ai traduite et rendue à M. Blackwood. Il ne me reste que la copie de la réponse. Le shérif tendit une main charnue. Montrez-moi la copie. Élisabeth sortit la lettre de son bureau et la lui tendit. Carter l'examina longuement, bien qu'à en juger par son expression. Il ne comprenait pas un mot d'espagnol. De quoi parle-t-elle? D'un achat de bétail. Un certain Don Carlos Mendoza veut acheter une partie du troupeau de M. McCormick. Et d'où connaissez-vous ce Mendoza? Je ne le connais pas. C'est la première fois que je traduis une de ses lettres. Le shérif secoua la tête d'un air méfiant. Je n'aime pas voir trop de Mexicains dans notre ville. Ils n'apportent que des ennuis. Monsieur Mendoza est un rancho respecté de la vallée du Rio Grande. Sa famille y vit depuis plus de 100 ans, dit Élisabeth en s'efforçant de rester patiente. Et comment le savez-vous, si c'est la première fois que vous voyez sa lettre? Élisabeth comprit qu'elle était tombée dans un piège. En effet, comment pouvait-elle connaître la famille Mendoza si elle n'avait jamais traduit ses lettres auparavant? La vérité était qu'au théâtre de l'Apchi, Lyre d'Or, elle avait connu la fille de Don Carlos, Consuelo, qui avait vécu quelques mois à San Francisco et parlait souvent de sa famille. Mais Élisabeth ne pouvait pas le dire au shérif. Son nom était connu dans les milieux d'affaires, mentit-elle. J'en ai entendu parler par d'autres clients. Carter la dévisagea une nouvelle fois, puis plia la lettre et la glissa dans sa poche. Je prends ceci comme pièce à conviction. Preuve de quoi? Nous verrons bien. Si quelque chose tourne mal avec cette affaire, je saurai où chercher les coupables. Quand le shérif fut parti, Élisabeth resta près de la porte, sentant ses mains trembler. Carter se doutait manifestement de quelque chose, et cela n'augurait rien de bon. Dans les petites villes, les soupçons pouvaient rapidement se transformer en accusations, surtout lorsqu'il s'agissait d'étrangers. La pluie continua toute la journée, transformant les rues en un bourbier impraticable. Assise près de la fenêtre, Élisabeth essayait de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la visite du shérif. Elle se sentait comme une bête traquée, sans échappatoire. Vers 3 heures de l'après-midi, elle aperçut la silhouette familière d'un cavalier avançant lentement dans la rue boueuse. Thomas Blackwood était à cheval malgré la pluie battante, son manteau sombre flottant au vent. Élisabeth nota malgré elle avec quelle assurance il se tenait en selle, ne faisant qu'un avec sa monture. À sa grande surprise, Thomas s'arrêta devant le bureau de poste et mit pied à terre. Quelques minutes plus tard, on frappa à nouveau à sa porte. « Mademoiselle Morgan, c'est Thomas Blackwood. Puis-je entrer ?» Élisabeth ajusta rapidement son voile et ouvrit. Thomas se tenait sur le seuil, trempé jusqu'aux os, mais avec une expression déterminée. « Bonjour, monsieur Blackwood. Entrez, vous êtes complètement mouillé. »« Merci. » Il retira son chapeau et son manteau, les suspendant à un crochet près de la porte. « J'avais besoin de vous parler. S'il s'agit de la lettre pour Don Carlos, je dois vous dire que le shérif Carter en a pris la copie. Il a des soupçons. » Thomas fronça les sourcils. « Carter, que voulait-il? Il m'a interrogé sur votre visite, sur la lettre, sur Don Carlos. J'ai dit la vérité, mais il ne semble pas m'avoir cru. »« Cet homme voit des complots partout, » dit Thomas avec dépit. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Don Carlos est arrivé ce matin, malgré la pluie. Nous avons conclu l'affaire. C'est une bonne nouvelle? Tout s'est bien passé alors. D'une certaine manière, oui. Mais Don Carlos m'a fait une proposition qui change mes plans. Il m'a offert un poste de régisseur sur son ranch, un bon salaire, une maison, la stabilité. » Élisabeth sentit un étrange pincement au cœur. Pour une raison inconnue, l'idée que Thomas puisse quitter Redwood lui parut douloureuse. « Félicitations, » dit-elle en s'efforçant de paraître joyeuse. « C'est une excellente opportunité. » « Je ne lui ai pas encore donné ma réponse, » dit Thomas en la regardant attentivement. « Je veux bien y réfléchir. » Qu'y a-t-il à réfléchir? Le ranch des Mendoza,
et guette l'un des plus prospères de la vallée. Mademoiselle Morgan, puis-je vous poser une question directe? Bien sûr. Qu'est-ce qui pousse une femme aussi instruite et intelligente que vous à vivre dans ce trou perdu, à traduire des lettres pour une bouchée de pain et à cacher son visage sous un voile? Élisabeth se figea. La question était si inattendue et si directe qu'elle ne sut que répondre. Le silence s'éternisait, et elle sentait le regard de Thomas l'étudier. « Je ne vois pas le rapport avec ma situation personnelle, » dit-elle enfin. « Le rapport, c'est qu'en 2 jours, j'en ai appris plus sur vous qu'en 2 ans de vie dans cette ville. Vous n'êtes pas le genre de femme née pour une telle existence. Votre éducation, vos manières, votre goût, tout indique que vous avez vécu une vie bien différente autrefois. Monsieur Blackwood, vous dépassez les bornes de la bienséance. Peut-être, mais je ne peux pas prendre la décision de partir sans connaître la vérité. Quel rapport votre décision a-t-elle avec ma vérité? » Thomas s'approcha, et Élisabeth recula instinctivement vers la fenêtre. La pluie derrière la vitre créait une atmosphère intime, presque recluse, dans la petite pièce. « Parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai rencontré une femme qui m'a fait penser à autre chose qu'au travail et à la survie, » dit-il doucement. « Parce que votre voix me hante depuis 2 nuits. Parce que je vois dans vos yeux la même douleur que je porte en moi. » Élisabeth sentit sa respiration s'accélérer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec une telle franchise, une telle honnêteté, sans chercher à enjoliver ou à cacher ses véritables sentiments. « Vous ne me connaissez pas, monsieur Blackwood, » murmura-t-elle. « Et si vous me connaissiez, vous ne diriez pas de telles choses. Alors laissez-moi vous connaître. Dites-moi ce qui vous a poussé à fuir dans cette ville perdue, ce que cache votre voile, pourquoi vous ne chantez plus. » À ces derniers mots, Élisabeth tressaillit si violemment que Thomas comprit qu'il avait touché juste. « Comment savez-vous que je chantais ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'en étais pas sûre, mais maintenant je le sais. Votre voix, votre maintien, votre façon de prononcer les mots, tout cela trahit une artiste professionnelle. Où chantiez-vous? Dans une chorale d'église, lors de soirées musicales. » Élisabeth se tourna vers la fenêtre, essayant de rassembler ses esprits. La pluie redoublait d'intensité, et les gouttes coulaient sur la vitre comme des larmes. « J'étais actrice, » dit-elle enfin, si bas que Thomas l'entendit à peine. « Au théâtre de la Lyre d'Or, à San Francisco. Je jouais les premiers rôles dans des opéras et des comédies musicales. Que s'est-il passé? Un incendie, il y a 3 ans. Le théâtre a entièrement brûlé. J'ai essayé d'aider les autres à sortir et... » Elle toucha le côté gauche de son visage. « J'ai été brûlée, grièvement. » Thomas sentit une douleur lui serrer la poitrine. Maintenant, il comprenait le voile. Pourquoi elle évitait les gens? Pourquoi elle cachait son visage? « Montrez-moi, » dit-il doucement. « Quoi? Montrez-moi votre visage. »« Non, jamais. » « Élisabeth, » dit-il, l'appelant pour la première fois par son prénom. Et celui-ci sonna avec une tendresse surprenante. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment beaucoup. Rien ne peut être pire que ce que j'ai déjà vu. Vous vous trompez. Alors, laissez-moi en juger par moi-même. » Élisabeth se tourna lentement vers lui. Dans ses yeux se lisait la peur, la douleur et autre chose encore, un espoir secret de compréhension. « Si je vous le montre, vous partirez, » dit-elle. « Tout le monde part toujours. Je ne suis pas comme tout le monde. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous n'avez pas encore vu. » Thomas s'approcha encore. Il n'y avait plus qu'1 mètre entre eux, parce que ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec votre apparence. C'est quelque chose de plus profond. « Que ressentez-vous pour moi ?» murmura Élisabeth. « Je pense que vous le savez. » Un silence s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie. Élisabeth se tenait près de la fenêtre,
et la lumière grise qui tombait sur sa silhouette la rendait presque spectrale. Thomas voyait ses mains trembler, sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement sous sa robe sombre. « Au Texas, dit-il soudain, j'avais une femme, Maria. Nous nous sommes mariés jeunes, pensant avoir toute la vie devant nous. Mais la guerre contre les Indiens a éclaté et notre ferme a été incendiée par les Comanches. Maria a été tuée. J'ai retrouvé son corps 3 jours plus tard. » Élisabeth se tourna vers lui et il vit de la compassion dans ses yeux. « Je suis sincèrement désolé. Je ne vous raconte pas cela pour susciter la pitié. Je veux que vous compreniez que chacun de nous porte des cicatrices, visibles ou invisibles, mais nous en avons tous. Les vôtres sont sur votre visage, les miennes sont dans mon âme. Ce n'est pas la même chose. Vraiment, il me semble que les cicatrices de l'âme sont parfois plus douloureuses. » Élisabeth le regarda longuement, comme pour savoir s'il disait la vérité ou s'il cherchait simplement à la consoler. Puis, lentement, elle porta les mains à son voile. « Si vous partez après ça, je ne pourrai plus rester à Redwood, dit-elle. Ce serait trop douloureux de voir le dégoût dans les yeux de l'homme à qui je me suis confié. Et je ne partirai pas, promit Thomas. » Élisabeth retira son voile. Le côté gauche de son visage était défiguré par des cicatrices de brûlure. La peau était inégale, tendue, parsemée de taches rougeâtres. Les cicatrices s'étendaient de la tempe au menton, couvrant une partie de la joue et du cou. Le côté droit de son visage était resté intact et conservait encore les traces de sa beauté passée. Un profil délicat, des yeux expressifs, des lèvres bien dessinées. Thomas la regarda longuement, sans détourner les yeux. Élisabeth se tenait immobile, attendant le verdict, et chaque seconde lui semblait une éternité. « Maintenant, je comprends pourquoi vous cachiez votre visage, » dit-il enfin. Élisabeth sentit son cœur se briser. Elle avait donc eu raison, et même cet homme fort et compréhensif ne pouvait l'accepter telle qu'elle était. « Je comprends, » poursuivit Thomas, « que cela vous a été douloureux de le montrer aux gens, douloureux de voir la peur et le dégoût dans leurs yeux, douloureux d'entendre les chuchotements dans votre dos. » Élisabeth hocha la tête, incapable de parler. « Mais savez-vous ce que je vois en vous regardant ?» Thomas s'approcha tout près et lui toucha doucement la main. « Je vois une femme qui a sacrifié sa beauté pour sauver d'autres vies. Je vois de la force et du courage. Je vois une personne qui a traversé le feu et qui a survécu. » « Vous ne voyez pas la laideur, » murmura Élisabeth. « Je vois des cicatrices, mais elles ne vous rendent pas moins belle, elles vous rendent authentique. » Élisabeth leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait ni peur, ni dégoût, ni pitié. Seulement de la chaleur, de la compréhension et autre chose qui fit battre son cœur plus vite. « Thomas, » dit-elle, l'appelant pour la première fois par son prénom, « ne me dites pas de belles paroles par pitié. » « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il en touchant délicatement le côté défiguré de son visage. « C'est la vérité. » Son contact était doux, presque révérencieux. Personne n'avait touché ses cicatrices avec une telle précaution et une telle chaleur. Élisabeth ferma les yeux, sentant quelque chose de glacial en elle commencer à fondre. « Je pensais partir avec Don Carlos, » dit Thomas doucement. « Mais maintenant, je sais que je ne pourrai pas. » « Pourquoi ? Parce que mon cœur reste ici, avec vous. » Dehors, la pluie se calmait peu à peu, et les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages, inondant la pièce d'une douce lumière dorée. Le soleil se leva sur Redwood, comme pour effacer les dernières traces de la pluie de la veille. L'air était frais et pur, sentant la terre mouillée et l'absinthe. Élisabeth se tenait près de la fenêtre sans son voile, pour la première fois en 3 ans. La lumière du matin caressait doucement son visage, et les cicatrices ne lui semblaient plus être une malédiction. Après sa conversation avec Thomas, quelque chose avait changé en elle.
comme si la lourde pierre qu'elle portait dans son cœur s'était un peu allégée. Elle préparait du café lorsqu'elle entendit le bruit familier des sabots. Regardant par la fenêtre, Élisabeth vit Thomas approcher du bureau de poste. Il portait une chemise propre et un pantalon sombre, pas ses vêtements de travail habituels. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de fleurs des champs. Le cœur d'Élisabeth s'emballa. En 3 ans, personne ne lui avait offert de fleurs, et elle avait oublié ce que c'était que d'attendre un homme, de savoir qu'il venait pour elle. On frappa à la porte, doucement, presque timidement. « Élisabeth, c'est moi. » Elle ouvrit, et Thomas se figea sur le seuil. Élisabeth se tenait devant lui sans son voile, dans une simple robe bleue, les cheveux dénoués. La lumière du matin accentuait la grâce de sa silhouette et rendait ses cicatrices moins visibles. « Bonjour, » dit-il en lui tendant les fleurs. « C'est pour vous. »« Merci, elles sont magnifiques. » Élisabeth prit le bouquet et huma le parfum des roses sauvages et de la lavande. « Entrez, je préparais justement du café. » Thomas entra, retira son chapeau et regarda autour de lui. La pièce semblait différente à la lumière du matin, plus chaleureuse et habitée. Sur la table, des traductions s'étaient soigneusement empilées. Près de la fenêtre se trouvait une machine à coudre et sur les étagères, quelques livres. « Vous lisez Dickens ?» demanda-t-il en remarquant un dos familier. « Ouais, et aussi Mark Twain et Emily Dickinson. Les livres m'aidaient à m'évader. Moi, je préfère Fenimore Cooper. Des histoires sur la frontière, sur des gens qui n'ont pas peur de tout recommencer. » Élisabeth versa du café dans 2 tasses et en tendit une à Thomas. Il la prit et leurs doigts s'effleurèrent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un hasard. « Thomas, » dit-elle en s'asseyant, « réfléchissez-vous sérieusement à la proposition de Don Carlos. J'y pense, mais j'ai une condition qui pourrait vous paraître étrange. Laquelle? Je veux que vous veniez avec moi. » Élisabeth faillit laisser tomber sa tasse. « Qu'avez-vous dit? » « Je veux que vous deveniez ma femme et que vous m'accompagniez au ranch des Mendoza. » Un silence s'installa. Élisabeth le regardait, les yeux écarquillés, incapable de croire que ce qu'elle venait d'entendre. « Thomas, nous nous connaissons depuis seulement 2 jours. Parfois, 2 jours suffisent pour comprendre toute une vie. Et parfois, 10 ans ne sont pas assez. Mais vous comprenez que c'est impossible. Je suis tel que je suis. Les gens vont regarder, chuchoter. Je me fiche des gens, dit Thomas sèchement. Seul ce que je ressens compte. Et ce que je crois, vous ressentez aussi. » Élisabeth se leva et s'approcha de la fenêtre, s'enlaçant les bras. Dehors, la vie suivait son cours. Les marchands installaient leurs étals, les enfants couraient vers l'école, les femmes se pressaient que pour faire leurs courses. Une vie normale, réglée, dont elle était coupée depuis 3 ans. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle sans se retourner. « À San Francisco, on me connaissait. » Après l'incendie, les journaux ont parlé de l'actrice héroïque qui avait sauvé 3 personnes au prix de sa beauté. Mais ensuite, les rumeurs ont commencé. Certains disaient que j'avais délibérément provoqué l'incendie pour attirer l'attention. D'autres, que c'était une punition divine pour la vie pécheresse d'une actrice. D'autres encore ne pouvaient ou tout simplement pas me regarder sans horreur. Thomas s'approcha d'elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. Mais c'était à San Francisco, dans une autre vie. Ici, au Nouveau-Mexique, personne ne connaît votre passé. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Et si Don Carlos l'apprend, s'il ne veut pas d'une femme avec un tel visage sur son ranch, alors nous trouverons un autre endroit. Le Texas est grand. Il y a de la place pour tout le monde. Élisabeth se tourna vers lui, et il vit des larmes dans ses yeux. « Thomas, j'ai peur. Je me suis caché du monde si longtemps que j'ai oublié comment vivre vraiment.
Et si je ne parvenais pas à être une bonne épouse, si je vous décevais, et si vous ne me déceviez pas? Il essuya doucement une larme sur sa joue. Élisabeth, je ne vous propose pas seulement le mariage, je vous propose une nouvelle vie, une chance d'être heureuse. Et vous, pourrez-vous être heureux avec moi? Je le suis déjà. Hier, quand vous avez retiré votre voile et m'avez fait confiance. Pour la première fois en 5 ans, j'ai senti que je vivais, et pas seulement que j'existais. À cet instant, on frappa de nouveau à la porte. Mais cette fois, les coups étaient brutaux, autoritaires. Élisabeth attrapa vivement son voile, mais Thomas l'arrêta. « Non, ne vous cachez plus. » La porte s'ouvrit sans permission et le shérif Carter fit irruption dans la pièce, accompagné de 2 adjoints. « Mademoiselle Morgan, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude », annonça-t-il, savourant visiblement l'instant. « Que se passe-t-il, Carter ?» Thomas se plaça entre le shérif et Élisabeth. « Ce qui se passe, Blackwood, c'est que ton ami est une escroc. Don Carlos Mendoza est mort de la fièvre il y a 2 semaines. Et l'homme qui était venu au ranch sous son nom est un simple voleur de chevaux. » Élisabeth pâlit. « Mais je ne savais pas. Je n'ai fait que traduire la lettre. » « Bien sûr que vous ne saviez pas, » ricana Carter. « Alors comment une simple traductrice connaît-elle autant de détails sur la famille Mendoza? Hier, vous me racontiez l'histoire de sa lignée comme si vous les connaissiez personnellement. » Thomas comprit qu'Élisabeth était tombée dans un piège. Ses connaissances sur Don Carlos, acquises au théâtre, passaient maintenant pour la preuve de sa complicité. « Elle est innocente, » dit-il fermement. Élisabeth n'a fait que traduire une lettre. Le juge en décidera, trancha le shérif. En attendant, elle va en prison. Non, dit Thomas en faisant un pas en avant, la main instinctivement posée sur la crosse de son revolver. Je ne vous laisserai pas arrêter une innocente. Ne fais pas de bêtises, Blackwell. Je sais que tu tires vite, mais nous sommes 3. Un seul tir me suffira pour t'abattre, Carter, et tu le sais. La tension dans la pièce était à son comble. Les adjoints piétinaient nerveusement, les mains également sur leurs armes. Un faux mouvement, et la petite chambre au-dessus du bureau de poste se transformerait en un carnage. Thomas. Non, dit doucement Élisabeth. J'irai avec eux. La vérité finira par éclater. Non, je ne les laisserai pas vous emmener. Et que proposez-vous? Une fusillade? Tuer le shérif? Alors nous deviendrions tous les 2 de vrais criminels. Thomas comprit qu'elle avait raison, mais l'idée qu'Élisabeth se retrouve en prison lui était insupportable. Mademoiselle Morgan a raison, dit Carter, sentant la situation tourner en sa faveur. Mieux vaut se rendre sans faire d'histoire. Le juge Peterson est un homme juste. Il saura démêler tout ça. Le juge Peterson est votre beau-frère, rappela Thomas, et sa justice est très relative. Ça ne te regarde pas, Blackwood. Maintenant, écarte-toi, ou je t'arrête aussi pour complicité. Élisabeth s'approcha de Thomas et posa une main sur sa poitrine. « Écoutez-moi, » dit-elle doucement en le regardant dans les yeux. « Si vous m'aimez vraiment, laissez-moi décider de mon sort. Ne devenez pas un meurtrier pour moi. Élisabeth, promettez-moi de trouver le vrai Don Carlos, ou celui qui s'est fait passer pour lui. Prouvez mon innocence. C'est la seule solution. » Thomas hocha la tête en silence, comprenant qu'il n'y avait en effet pas d'autre issue. Élisabeth prit un châle et se couvrit la tête. Puis elle se dirigea vers l'armoire et en sortit un petit sac. « Je suis prête, » dit-elle au shérif. Carter lui passa les menottes, savourant manifestement l'humiliation de cette femme instruite qui avait trop longtemps conservé son indépendance. « Élisabeth, » dit Thomas alors qu'on l'emmenait, « je trouverai les preuves. Je vous le promets. » Elle se retourna et pour la première fois en 3 ans, sourit. Un sourire sincère, authentique, qui transfigura son visage défiguré. « Je vous crois, et j'attendrai.
Quand la porte se referma, Thomas resta seul dans la pièce, qui, quelques minutes plus tôt, était pleine d'espoir en un avenir heureux. Maintenant, elle semblait vide et sans vie. Il s'approcha de la table où se trouvait le bouquet de fleurs des champs et toucha délicatement les pétales. Les fleurs commençaient déjà à se faner, mais leur parfum rappelait encore ces brefs instants de bonheur. Thomas prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Il avait une mission, trouver le vrai coupable et prouver l'innocence de la femme qu'il aimait, et rien ne l'arrêterait pour la ramener. Dehors, le soleil montait de plus en plus haut, promettant une journée chaude. Mais dans le cœur de Thomas Blackwood s'était installé un froid que seule une chose pouvait dissiper: rendre la liberté et l'honneur à la seule femme pour qui il valait la peine de vivre. Il sortit du bâtiment et vit la carriole du shérif s'éloigner sur la route, soulevant un nuage de poussière. Dans cette poussière se dissolvait son amour, son espoir, son avenir. Mais Thomas Blackwood n'était pas du genre à abandonner. Au Texas, il avait appris à se battre pour ce qui lui était cher. Et maintenant, il se battrait pour Elizabeth, même si cela devait lui coûter la vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Elizabeth avait été emmenée à la prison du comté. 3 jours pendant lesquels Thomas n'avait presque pas dormi, ni mangé, ni cessé de chercher la vérité. Il avait parcouru tous les ranchs des environs, interrogé les marchands de bétail, vérifié chaque rumeur, chaque indice. Mais le faux Don Carlos semblait s'être volatilisé. Thomas était assis au saloon, fer à cheval d'argent, le seul endroit de Redwood où l'on pouvait entendre des nouvelles des villes voisines. Le whisky dans son verre restait intact. Sa tête devait rester claire. Il scrutait les visages des clients, écoutait les conversations, espérant entendre quelque chose d'utile. « Les temps sont durs », disait le vieux Jebediah au marchand Harrison. « Tantôt les Indiens volent le bétail, tantôt les voleurs de chevaux apparaissent. Et maintenant, voilà que des escrocs se font passer pour des gens respectables. » J'ai entendu parler de cette histoire avec Mendoza, acquiesça Harrison. On dit qu'ils ont arrêté une femme, celle qui se promenait avec un voile. Elizabeth Morgan est innocente, dit sèchement Thomas en se tournant vers eux. Et comment le sais-tu, Blackwood? Harrison n'était pas du genre à croire sur parole. Cette femme est étrange. Elle cache son visage. Personne ne connaît son passé. Et voilà que cette affaire se présente, parce que je la connais mieux que vous, et parce que je trouverai le vrai coupable. Ambitieux, ricana Harrison. Et si tu ne le trouves pas, Sopa? Le juge Peterson n'est pas tendre. Une fraude de ce montant, c'est la potence. À ces mots, Thomas sentit le sang se glacer dans ses veines. La potence. Il n'y avait même pas pensé, concentré sur la recherche de preuves. Mais Harrison avait raison. Le juge Peterson était réputé pour la sévérité de ses sentences. À ce moment, un inconnu entra dans le saloon. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, mais avec un visage qui trahissait une habitude de la tromperie. Thomas se méfia instinctivement. Quelque chose chez cet homme lui semblait familier. L'inconnu s'approcha du bar et commanda un whisky. Le barman, un homme corpulent nommé Mac, lui versa un verre plein. « Vous allez loin, monsieur ?» s'enquit Mac, qui aimait toujours discuter avec les voyageurs. « À El Paso pour affaires !» répondit l'inconnu avec un léger accent mexicain. « J'ai entendu dire qu'il y a eu des ennuis ici récemment. Un escroc se serait fait passer pour Don Carlos Mendoza. » Thomas se retourna brusquement. L'accent était faux, il le sentait. Trop appuyé, comme si l'homme s'efforçait de paraître mexicain. « Oui, une sale affaire », acquiesça Mac. « Heureusement qu'ils ont attrapé sa complice. La femme qui traduisait les lettres. » Une complice? L'inconnu feignit la surprise. N'était-elle pas le cerveau de l'opération? Je ne sais pas, haussa les épaules Mac. Le shérif dit qu'elle a tout planifié. Elle en savait trop sur la famille Mendoza. Thomas se leva et s'approcha lentement du bar. Quelque chose dans le comportement de l'inconnu l'intriguait. Pourquoi un homme en route pour El Paso pour affaires s'intéresserait-il de si près à un crime local?
Pardonnez mon indiscrétion, dit Guy poliment Thomas, mais vous semblez très intéressé par cette histoire. L'inconnu se tourna vers lui. Ses yeux étaient gris, froids, avec la ruse d'un escroc professionnel. Simple curiosité, Seigneur. Il y a tellement d'imposteurs de nos jours qu'il faut être prudent. Oui, surtout ceux qui se font passer pour des morts. L'inconnu tressaillit à peine, mais Thomas le remarqua. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je parle du fait que Don Carlos Mendoza était mort il y a 2 semaines. Ce qui signifie que l'homme qui achetait le bétail de McCormick était un imposteur. Vous êtes bien informé, Seigneur? Assez bien. Et par hasard, ne sauriez-vous pas à quoi ressemblait cet imposteur? L'inconnu but son whisky et posa le verre sur le comptoir. Ses mouvements devinrent plus tendus. Malheureusement non. Mais je pense que si je le croisais, je saurais tout de suite à qui j'ai affaire. Intéressant. Et pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que les escrocs ont un regard particulier. Inquiet. Comme quelqu'un qui regarde constamment par-dessus son épaule. Thomas observa attentivement l'inconnu. Il jetait en effet des regards constants vers la porte, comme s'il se préparait à une retraite rapide. « Et votre regard est calme ?» demanda Thomas avec un léger sourire. Bien sûr. Un honnête commerçant se doit d'avoir un regard calme. Alors expliquez-moi une chose, Seigneur. Au fait, quel est votre nom? Rodriguez. Manuel Rodriguez. Seigneur Rodriguez, expliquez-moi pourquoi un honnête commerçant en route pour El Paso s'intéresse de si près à un crime qui ne le concerne absolument pas. Je vous l'ai dit, la curiosité. Et si c'était parce que vous êtes ce faux Don Carlos? Le silence dans le saloon devint assourdissant. Tous les clients se tournèrent vers le bar, sentant le drame approcher. Rodriguez pâlit, mais tenta de garder son calme. « Seigneur, vous m'insultez. Je n'ai jamais vu ce Mendoza. Mais vous avez vu mademoiselle Morgan, et vous saviez qu'elle traduisait des lettres. C'est pourquoi vous avez écrit en espagnol, pour que McCormick fasse appel à elle. Vous dites des bêtises. Alors expliquez-moi ceci, dit Thomas en sortant un papier plié de sa poche. C'est une copie de la lettre prétendument envoyée par Don Carlos. L'écriture est très belle, surannée, exactement comme on l'enseignait dans les écoles mexicaines il y a 30 ans. Et alors, le vrai Don Carlos avait 60 ans. Il écrivait effectivement de cette manière. Mais vous n'avez pas plus de 40 ans. Où avez-vous appris à écrire comme un don mexicain de 60 ans? Rodriguez commença à reculer lentement vers la porte. Mais Thomas était prêt. « Ne bougez pas !» ordonna-t-il, la main sur son revolver. « Notre conversation n'est pas terminée. Seigneur, je ne comprends pas ce que vous me voulez. Je veux que vous alliez voir le shérif et que vous avouiez votre fraude. Que vous retiriez les accusations contre une femme innocente. Quelle femme? Je ne connais aucune femme. Elisabeth Morgan, la traductrice arrêtée par votre faute. Rodriguez éclata soudain de rire. Un rire sincère, soulagé. Ah, je vois. Vous êtes tombé amoureux de cette mocheté voilée, et maintenant vous voulez la sauver. Quel cow-boy sentimental. Thomas le frappa si vite que personne ne vit le mouvement. Rodriguez fut projeté contre le mur et s'affaissa, se tenant la lèvre fendue. « N'osez plus jamais parler d'elle ainsi, » dit froidement Thomas. « Et oui, je la sauverai. Et je vous mettrai dans la même prison où elle se trouve actuellement par votre faute. » Rodriguez se releva, essuyant le sang de sa lèvre. « Vous ne pouvez rien prouver. Ce ne sont que des suppositions. Peut-être. Mais j'ai-il le temps de les vérifier. » Thomas se tourna vers les autres clients. « Jebedia, Harrison, avez-vous entendu notre conversation? » « On a entendu ?» acquiesça le vieil homme. « Et pour être honnête, Thomas, ce type ne me plaît pas non plus. Alors aidez-moi à le retenir jusqu'à l'arrivée du shérif. » « Avec plaisir, » dit Harrison en se levant. « Nous avons déjà assez de problèmes dans cette ville sans les escrocs de passage. » Rodriguez comprit qu'il était piégé.
Il se jeta vers la porte, mais le forgeron O'Connor, un colosse, lui barra le chemin. « Ne soyez pas si pressé, l'ami, » sourit l'Irlandais. « Réglons ça calmement. »« D'accord, » cria Rodriguez. « D'accord, je vais tout vous dire. Mais ne me frappez plus. » Thomas sentit son cœur battre d'espoir. Il avait enfin trouvé le bonhomme. « Je vous écoute. Je ne m'appelle pas Manuel Rodriguez, je m'appelle Jack Corrigan. Je suis un voleur de chevaux de l'Arizona. J'ai appris la mort de Don Carlos à Santa Fe par un marchand. J'ai décidé d'utiliser son nom pour cette arnaque. Continuez. J'ai bien acheté le bétail de McCormick sous le nom de Mendoza. Je comptais le conduire au Colorado et le vendre au double du prix. Mais j'ai entendu dire que j'avais été démasqué et j'ai décidé de filer. Et quel est le rapport avec Mademoiselle Morgan? Aucun. Je ne l'ai jamais vue. J'ai juste y écrit la lettre en espagnol, sachant qu'il y avait une traductrice en ville. Je voulais que tout ait l'air respectable. Comment connaissiez-vous son existence? Par le même marchand à Santa Fe. Il m'a raconté qu'une femme étrange qui traduisait des lettres vivait à Redwood. Thomas se tourna vers les autres. Vous avez tous entendu? Elisabeth est innocente. Cet homme a lui-même avoué qu'elle n'a rien à voir avec cette fraude. On a entendu, confirma Harrison, et nous en témoignerons devant le juge. Jebedia, allez chercher le shérif. Dites-lui que nous avons attrapé le vrai coupable. Nous garderons M. Corrigan ici jusqu'à son arrivée. Le vieil homme hocha la tête et se hâta vers la porte. Thomas se tourna vers Corrigan. Et maintenant, vous allez m'écrire des aveux complets, avec tous les détails. Et vous expliquerez pourquoi une femme innocente doit être libérée immédiatement. D'accord, d'accord. Donnez-moi juste du papier et de l'encre. Mac apporta le nécessaire, et Corrigan commença à écrire sa confession. Sa main tremblait, de peur ou de rage contre lui-même. Thomas se tenait à côté, lisant chaque mot. Pour la première fois en 3 jours, il sentit qu'il pouvait enfin respirer. Elisabeth serait libre. La vérité triompherait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Il faudrait convaincre le juge Peterson, prouver qu'Elisabeth était vraiment innocente. Et surtout, il faudrait convaincre Elisabeth elle-même que leur amour valait la peine qu'on se batte pour lui. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes d'or et de rouge. Demain serait un nouveau jour. Le jour où Elizabeth Morgan redeviendrait une femme libre. Et le jour où Thomas Blackwood lui ferait sa demande une seconde fois. La prison du comté de Santa Rosa était un sombre bâtiment en pierre, construit à l'époque de la domination mexicaine. Des murs épais, de petites fenêtres grillagées et une odeur constante d'humidité et de désespoir. Tout cela était conçu pour briser le moral des détenus avant même leur procès. Elisabeth était assise sur une couchette étroite dans sa cellule, regardant par la lucarne qui ne laissait voir qu'un petit coin de ciel. 5 jours s'étaient écoulés depuis son arrestation, et chaque jour s'étirait à l'infini. Elle pensait à Thomas, à sa promesse de trouver des preuves de son innocence, mais l'espoir s'amenuisait de jour en jour. Les autres détenus, principalement des ivrognes et des petits voleurs, la traitaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Une femme en prison était une rareté, et une femme au visage défiguré l'était encore plus. Elisabeth s'efforçait de rester à l'écart, d'éviter les conversations et d'attirer l'attention. Mais ce matin-là, un nouveau prisonnier avait été amené, un homme brutal d'une 40aine d'années, qui avait immédiatement commencé à importuner tout le monde. Placé dans la cellule d'en face, il ne cessait de la dévisager et de faire des remarques obscènes. « Hé, la belle !» riait-il d'une voix rauque. « Enlève donc ce chiffon de ton visage. Voyons ce qui se cache là-dessous. » Elisabeth ne répondait pas, mais sentait la tension monter en elle. Cet homme lui rappelait les pires moments de San Francisco, lorsque les curieux se rassemblaient près du théâtre pour voir. L'actrice défigurée, « Tu te tais ?» continua l'homme. « Bah, on le saura bientôt.
On dit que la potence t'attend. Tu montreras bien ta sale gueule avant l'exécution. » Au mot « potence », Élisabeth tressaillit. Elle savait que la fraude à cette échelle était passible de mort, mais elle essayait de ne pas y penser. Maintenant, la terrible réalité s'abattait sur elle de toute sa force. À cet instant, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. Le geôlier apparut, un homme sec et nerveux, nommé Wilkins. « Morgan !» cria-t-il. « Prépare tes affaires, on te libère !» Élisabeth n'en crut pas ses oreilles. « Qu'avez-vous dit ? On te libère, je te dis. Ils ont attrapé le vrai coupable. Ta culpabilité n'est pas prouvée. » Le cœur d'Élisabeth battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Thomas avait tenu sa promesse. Il avait trouvé les preuves de son innocence. Et qui a attrapé le coupable ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Thomas Blackwood, ton prétendant. Il t'attend depuis 3 heures à l'accueil. Élisabeth rassembla rapidement ses quelques affaires, un châle, une petite Bible que lui avait donnée l'aumônier de la prison, une lettre d'une sœur de la charité de Santa Fe. Ses mains tremblaient d'émotion et de joie. En traversant le couloir vers la sortie, elle entendait derrière elle les voix des autres détenus. Certains l'enviaient, d'autres lui souhaitaient un de bonne chance, tandis que l'homme de la cellule voisine criait des obscénités. Mais Élisabeth n'y prêtait plus attention. Devant elle, il y avait la liberté. Devant elle, il y avait Thomas. Elle le vit immédiatement dans le hall de la prison. Il se tenait près de la fenêtre, son chapeau à la main, et se retourna brusquement à son arrivée. Son visage était épuisé. Il était évident que ces 5 jours n'avaient pas été plus faciles pour lui que pour elle. « Élisabeth, » dit-il doucement, et sa voix était si pleine de soulagement qu'elle faillit pleurer. « Thomas, vous avez vraiment trouvé le vrai coupable ? » ?»« Oui. Il s'appelle Jack Corrigan. Il a tout avoué et a confirmé votre innocence. » Élisabeth s'approcha de lui. Elle aurait voulu se jeter à son cou, mais se retint en présence du geôlier et du greffier. « Comment avez-vous réussi ? » ?»« C'est une longue histoire. Je vous la raconterai en chemin. » Le geôlier Wilkins tout sauta. « Voici vos papiers de libération, mademoiselle Morgan. Ne vous faites plus prendre. »« Je tâcherai, » répondit Élisabeth avec un léger sourire. Ils sortirent du sombre bâtiment de la prison pour retrouver la lumière éclatante du soleil. Élisabeth plissa les yeux. En 5 jours, il s'était déshabitué de la lumière du jour. Thomas la prit délicatement par le bras. « Vous avez beaucoup maigri, » dit-il avec inquiétude, « et vous êtes si pâle. »« La nourriture de la prison n'aide pas à t'avoir bonne mine, » tenta de plaisanter Élisabeth. « Mais peu importe. Le cauchemar est terminé. » Une carriole les attendait aux portes de la prison. Thomas aida Élisabeth à monter et s'installa à côté d'elle. Les chevaux s'ébranlèrent et la prison commença à s'éloigner derrière eux. « Maintenant, racontez-moi, » dit Élisabeth une fois sur la route. « Comment l'avez-vous trouvé ?» Thomas lui raconta ses recherches, sa rencontre au saloon avec l'homme se faisant appeler Rodriguez, comment il avait reconnu l'escroc et l'avait forcé à avouer. « Il ne me connaissait donc pas du tout ?» demanda Élisabeth. « Monsieur Mimi, absolument pas. Il avait simplement entendu dire qu'il y avait une traductrice à Redwood et avait décidé d'en profiter. Le shérif Carter a été contraint de reconnaître votre innocence, même si cela ne lui a manifestement pas plu. Et qu'adviendra-t-il de Corrigan ? Il sera pendu. Il avait déjà réussi à vendre le bétail au Colorado. Le préjudice est donc considérable. De plus, il était recherché dans 3 autres États. » Élisabeth hocha la tête. La justice avait triomphé, mais elle n'en ressentait aucune joie. Ces 5 jours avaient été trop douloureux. « Thomas, » dit-elle après un silence, « qu'allons-nous devenir ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, votre proposition de mariage est-elle toujours d'actualité ? » Thomas tira brusquement sur les rênes, et les chevaux s'arrêtèrent. Il se tourna vers Élisabeth
et la regarda attentivement. « Élisabeth, voulez-vous m'épouser par gratitude ?»« Non, je veux vous épouser parce que je vous aime. Pendant ces 5 jours en prison, j'ai compris que je ne voulais plus me cacher de la vie. Je ne veux plus passer des années dans la peur et la solitude. Et vos doutes, vos craintes que les gens regardent et chuchotent, ils sont toujours là, mais j'ai compris que l'amour est plus fort que la peur, et qu'à vos côtés, je peux tout surmonter. » Thomas se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Élisabeth répondit à son baiser, et dans ce contact, il y avait tout, l'amour, l'espoir, la promesse d'un avenir commun. « Quand » demanda-t-il en s'écartant. « Le plus tôt possible. Je ne veux plus attendre. Et le ranch des Mendoza. Nous y allons. Nous commencerons une nouvelle vie dans un nouvel endroit. » Thomas reprit les rênes, et les chevaux repartirent. La route vers Redwood était longue, mais ils n'étaient pas pressés. Ils avaient toute la vie devant eux. « Élisabeth, dit Thomas alors qu'ils passaient près d'un lac pittoresque, ne regrettez-vous pas votre carrière au théâtre? La vie que vous avez perdue? Vous savez, j'y ai pensé en prison. Oui, j'ai perdu ma carrière, ma beauté, ma gloire. Mais sans cet incendie, je ne serais jamais venu à Redwood. Je ne vous aurais jamais rencontré. Et vous rencontrer est plus précieux que n'importe quel rôle sur scène. Même le premier rôle dans un opéra. Même le premier rôle dans un opéra, sourit Élisabeth. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'un jour j'essaierai de chanter à nouveau. Pas sur scène, bien sûr, mais à la maison pour vous. J'adorerais entendre ça. Alors ce soir, je vous chanterai quelque chose de beau. » Ils traversèrent la prairie, et le vent faisait flotter les cheveux d'Élisabeth. Elle ne cachait plus son visage sous un voile. Avec Thomas à ses côtés, ce n'était plus nécessaire. Les cicatrices n'avaient pas disparu, mais elles ne lui semblaient plus être une malédiction. C'étaient les marques du courage, le souvenir du jour où elle avait sauvé des vies. « Et que dira M. McCormick quand il apprendra votre départ ?» demanda Élisabeth. « Il le sait déjà, et il comprend. C'est un homme bon au fond. Il nous a souhaité bonne chance et m'a donné une lettre de recommandation pour Don Carlos. Enfin, pour le fils de Don Carlos qui gère maintenant le ranch. Vous les avez déjà contactés? J'ai apporté la lettre hier. Le jeune Don Henrique est un homme agréable. Il a dit qu'il nous engagerait avec plaisir, et qu'il avait une petite maison séparée pour le régisseur et sa famille. » Sa famille, répéta Élisabeth, songeuse. Cela semble merveilleux. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent à Redwood. Il y avait peu de monde dans la rue principale. L'heure du dîner approchait. Certains passants se retournaient sur leur passage. Mais Élisabeth ne cachait plus son visage. Une surprise les attendait devant le bureau de poste. Près de l'entrée se tenait Madame Johnson, une veuve âgée qui tenait la boutique de fleurs, ainsi que quelques autres femmes de la ville. « Mademoiselle Morgan !» s'exclama Madame Johnson en s'approchant de la carriole. « Comme nous sommes heureuses que vous soyez libérée, nous savions toutes que vous étiez innocente. » « Merci, Madame Johnson. C'est très aimable à vous. » « Mais de rien. Nous vous avons apporté quelque chose. » Les femmes tendirent à Élisabeth un panier rempli de nourriture, de fleurs fraîches et de quelques lettres. « C'est de notre part à toutes, » expliqua Madame Johnson. « Nous voulions vous montrer notre soutien. » Élisabeth sentit les larmes lui monter aux yeux. En 2 ans de vie à Redwood, elle avait cru que les gens la traitaient avec méfiance et peur. Il s'avérait que beaucoup ne savaient simplement pas comment aborder cette femme réservée et voilée. « Merci à toutes, » dit-elle d'une voix tremblante. « Cela compte énormément pour moi. » « Et nous avons aussi entendu dire, » ajouta Mme Johnson avec un sourire malicieux, « que vous alliez bientôt vous marier. »
Élisabeth regarda Thomas, qui hocha la tête. « Dans une semaine, nous aimerions vous inviter toutes. »« Oh, nous viendrons avec plaisir », s'exclamèrent les femmes presque en chœur. Lorsqu'ils prirent enfin congé de leurs aimables voisines et montèrent dans la chambre d'Élisabeth, il était clair que leur vie à Redwood se terminait bien. Les gens les avaient acceptés, compris, pardonnés. « Vous savez, » dit Élisabeth en posant le panier sur la table, « je serais triste de partir d'ici. Alors peut-être devrions-nous rester. » « Non, j'ai besoin de tout recommencer. Complètement. Mais maintenant, je sais que nous avons des amis ici. » Thomas la prit dans ses bras, et ils restèrent donc longtemps près de la fenêtre, regardant la rue où se déroulait la vie paisible de la petite ville. Demain commenceraient les préparatifs du mariage. Après-demain, les bagages pour le départ. Et dans une semaine, ils deviendraient mari et femme et partiraient vers une nouvelle vie. « Thomas, » dit doucement Élisabeth, « n'avez-vous pas peur que nous nous soyons trop précipités? Nous nous connaissons depuis seulement une semaine. »« J'ai peur, » répondit-il honnêtement, « mais j'ai plus peur de vous perdre. Plus peur de vivre ma vie sans risquer d'être heureux. Alors, risquons ensemble. »« Ensemble », acquiesça Thomas en la serrant plus fort contre lui. Dehors, les premières lumières s'allumaient dans les maisons de Redwood. La nuit tomberait bientôt, et demain serait un nouveau jour. Un jour qui les rapprocherait d'un avenir plein d'espoir et de possibilités. 2 semaines plus tard, la diligence en route pour la vallée du Rio Grande s'arrêta au sommet d'une colline, d'où l'on pouvait voir le ranch des Mendoza. Élisabeth, désormais Madame Blackwood, regarda par la fenêtre et poussa un soupir d'admiration. En bas, dans la vallée verdoyante, s'étendaient les bâtiments blancs du domaine, entourés d'arbres ombrageux et de clôtures soignées. Des troupeaux paissaient sur les collines, et au loin, un ruban de rivière argentée scintillait. « Thomas, regardez comme c'est beau, » murmura-t-elle. Thomas, assis à côté d'elle, sourit. En 2 semaines, Élisabeth s'était épanouie. Elle ne cachait plus son visage, ne se voûtait plus pour passer inaperçue. Leur mariage dans la petite église de Redwood avait été simple et émouvant. Toute la communauté était venue les féliciter. Et même le shérif Carter avait serré à contre-cœur la main des jeunes mariés. « Ce sera notre nouvelle maison, » dit Thomas en posant sa main sur la sienne. « Notre maison, » répéta Élisabeth, et ces mots sonnaient pour elle comme une musique. La diligence descendit dans la vallée et s'arrêta devant la maison principale. Un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre de style mexicain, vint à leur rencontre. C'était Don Enrique Mendoza, le fils du défunt Don Carlos. « Bienvenue au Ranch Esperanza », dit-il en anglais, avec un léger accent, en aidant Élisabeth à descendre. « Je m'appelle Enrique Mendoza. »« Très heureuse de vous rencontrer, » répondit Élisabeth. « Je suis Élisabeth Blackwood, et voici mon mari, Thomas. » Enrique s'inclina poliment. Si les cicatrices sur le visage de la nouvelle intendante le surprirent, il n'en laissa rien paraître. « Je suis sincèrement désolé pour la tragédie de votre père, » dit Thomas en serrant la main du propriétaire, « et que son nom ait été utilisé pour une escroquerie. Merci, mon père était un homme bon, et j'essaie de poursuivre son œuvre. Quant à l'escroquerie, je suis heureux que la justice ait triomphé et que votre femme ait été innocentée. » Enrique leur fit visiter le ranch. Élisabeth fut impressionnée par la taille et l'organisation de l'exploitation. Plus de 50 personnes y travaillaient. Vachers, forgerons, charpentiers, cuisiniers, chacun avait son rôle, sa place dans cette grande famille. « Et voici votre maison, » dit Enrique en les conduisant à une petite mais confortable demeure à l'ombre de grands chênes. « J'espère qu'elle vous plaira. » La maison était meublée simplement, mais avec goût. Une grande pièce servait à la fois de salon et de salle à manger. À côté se trouvait une chambre, et dans la cuisine, une nouvelle cuisinière. Des fenêtres, on avait une vue sur les montagnes et les pâturages. « C'est magnifique, » dit Élisabeth en regardant autour d'elle. « Merci. »
Je suis ravi que ça vous plaise. Thomas, demain matin, je vous montrerai les troupeaux et vous présenterai au chef des vachers. Pour l'instant, reposez-vous. Le dîner sera servi à 8 heures. Quand Henrik fut parti, Thomas et Élisabeth restèrent seuls dans leur nouvelle maison. Élisabeth parcourut lentement les pièces, touchant les meubles, regardant dans les armoires. « J'ai du mal à croire que c'est à nous, » dit-elle doucement. « Croyez-le, nous avons mérité ce bonheur. » Élisabeth s'approcha de la fenêtre et regarda les montagnes, peintes de rose et d'or par le soleil couchant. « Thomas, vous souvenez-vous avoir dit que vous aimeriez m'entendre chanter ? Bien sûr que je m'en souviens. Alors asseyez-vous. Je vais vous chanter une sérénade en l'honneur de notre nouvelle maison. » Thomas s'assit dans un fauteuil, et Élisabeth se plaça près du piano, un cadeau inattendu d'Henrik. Elle fit courir ses doigts sur les touches, jouant quelques accords, puis se mit à chanter. Sa voix n'était plus la même qu'autrefois. Elle était devenue plus douce, plus intime, mais non moins belle pour autant. Elle chanta une vieille chanson mexicaine sur l'amour qui surmonte tous les obstacles, et les mots coulaient comme du miel, remplissant la pièce de chaleur et de tendresse. Thomas écoutait, captivé. Il voyait sa femme chanter, sans gêne, sans chercher à cacher le côté défiguré de son visage. Elle était magnifique à cet instant, d'une beauté particulière qui vient de l'intérieur. Quand la chanson se termina, le silence s'installa. « Élisabeth, » dit Thomas d'une voix rauque d'émotion, c'était merveilleux. « Vraiment ? J'avais si peur que ma voix ait complètement disparu. » dit. Elle n'a pas disparu. Elle est devenue différente, plus authentique. Élisabeth s'approcha de lui et s'assit sur l'accoudoir du fauteuil. « Vous savez à quoi je pense ?» dit-elle. « Au fait que nous avons traversé le feu, au sens propre comme au figuré, et que nous avons survécu, et que nous nous sommes trouvés. Et qu'en concluez-vous? Que nous n'avons plus rien à craindre. Le pire est derrière nous. » Thomas l'enlaça et la serra contre lui. Dehors, le soleil se couchait, et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Au loin, une guitare jouait. Un des employés du ranch divertissait ses camarades après une journée de travail. « Élisabeth, » dit doucement Thomas, « ne regrettez-vous pas d'avoir lié votre vie à celle d'un simple cow-boy ? Et vous, ne regrettez-vous pas d'avoir lié votre vie à celle d'une actrice défigurée ? Non, pas une seule seconde. Alors moi non plus. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Thomas. Deux êtres brisés qui ont réussi à se reconstruire ensemble. » Ils restèrent entassés en silence, écoutant les bruits du soir, le bruissement des feuilles, le meuglement lointain des vaches, les rires des enfants des employés. C'était la musique d'une nouvelle vie, une vie sans peur ni solitude. « Vous vous souvenez de notre première rencontre ?» demanda Élisabeth. « Quand vous êtes venu pour la traduction ?» ?»« Je m'en souviens. »« J'ai pensé que vous aviez une voix incroyablement belle. »« On attend. »« Et moi j'ai pensé que vous étiez un homme très seul, et qu'il y avait en vous une force particulière. Cette force était venue après vous avoir rencontré. Avant, je ne faisais que survivre. » Élisabeth se leva et s'approcha de la fenêtre. À l'horizon, la lune apparut, grande et brillante, éclairant la vallée d'une lumière argentée. « Thomas, » dit-elle sans se retourner, « et si nous avions des enfants, n'avez-vous pas peur qu'ils hérinent de mes cicatrices ? Les cicatrices ne s'héritent pas, ma chérie. Et même si c'était le cas, je les aimerais tels qu'ils sont, comme je vous aime. Vous voulez donc des enfants, plus que tout. Je veux que cette maison résonne de rires d'enfants. Je veux apprendre à mon fils à monter à cheval et à ma fille à chanter comme vous. » Élisabeth se tourna vers lui, un sourire sur le visage. Ce même sourire qui avait autrefois conquis le public du théâtre de l'Aï, Lyre d'Or.
Alors nous ferons en sorte que vos souhaits se réalisent. Thomas s'approcha et l'embrassa. Un baiser long, tendre, plein de la promesse de tous les jours heureux qui les attendaient. Dehors, le Far West brillait sous la pleine lune, une terre rude mais magnifique, où les gens apprenaient à tout recommencer, où l'amour pouvait vraiment vaincre tous les obstacles. Et dans la petite maison sous les chênes, deux personnes qui avaient traversé la douleur et les pertes construisaient leur bonheur, doucement, prudemment, mais avec la ferme conviction que demain serait meilleur qu'hier. Élisabeth ne porterait plus jamais de voile. Thomas ne se sentirait plus jamais seul, et leur amour deviendrait une légende que l'on raconterait dans la vallée du Rio Grande pendant de longues années. L'histoire de la beauté de l'âme plus forte que la laideur du corps, et d'un amour véritable plus fort que tous les préjugés du monde. Le vent des prairies murmurait dans les feuilles des chênes son ancien chant d'espoir, et une nouvelle famille s'endormait sur cette mélodie, sachant que le matin les attendait le premier jour d'une nouvelle vie heureuse. 5 années s'écoulèrent. Dans la maison sous les chênes résonnaient désormais des rires d'enfants. Thomas et Élisabeth avaient eu 2 enfants, un garçon et une fille. Élisabeth était devenue la meilleure professeure de musique du comté et Thomas avait fait du ranch Esperanza l'une des exploitations les plus prospères de la vallée. Parfois, le soir, lorsque les enfants dormaient, Élisabeth chantait pour son mari les mêmes chansons que le premier jour de leur vie commune. Et chaque fois, Thomas les écoutait comme si c'était la première fois, car l'amour est le seul miracle qui ne perd pas de sa force à être répété. Et dans la petite ville de Redwood, on se souvient encore de l'histoire de l'étrange femme au voile et du cow-boy qui était prêt à tout pour elle. Et quand les jeunes se plaignent des difficultés de l'amour, les anciens leur racontent cette histoire, celle d'un amour véritable qui ne connaît pas d'obstacles, et des plus belles fleurs qui poussent parfois sur le sol le plus rocailleux.